n'ai pas de bilan en matière, je ne sais rien de ce qui a été fait. J'entends parfois des séminaires qui se déroulent, des rencontres, des inaugurations, mais je n'ai pas encore rencontré de jeunes entrepreneurs qui m'aient dit qu'il est sorti d'un programme de formation mis en place par le gouvernement. Ils sont où? Vous en connaissez, vous? Je n'ai jamais vu qu'il y a une entreprise nouvelle qui a été créée sur la base de quelqu'un qui a reçu une formation mise en place par le gouvernement. Donc on repart à zéro dans cette affaire-là. On a beaucoup d'intentions et d'annonces, mais on a très peu de résultats. Or, la question est cruciale. Nous sommes des libéraux, moi je suis un libéral. Donc pour moi, l'initiative privée, c'est ça qui est le moteur du développement. L'initiative privée. C'est ça qui fait qu'un pays avance. L'initiative privée, ça suppose qu'on ait des jeunes qui d'abord sont en bonne santé. Donc qui, dès leur enfance, sont pris en charge de telle manière qu'ils ont la santé pleine et l'ensemble des facultés qu'il faut pour se battre dans le monde aujourd'hui. L'initiative privée, ça suppose qu'on ait aussi des jeunes et des femmes qui sont formés, éduqués. Donc ça ramène à tout le cursus qui doit être celui auquel on les soumet pour leur permettre d'avoir des connaissances. Et puis, troisièmement, parler d'initiative privée, ça suppose qu'ils ont été formés à des métiers de l'entrepreneuriat, qu'ils ont peut-être des secteurs professionnels. Mais être entrepreneur aussi, on apprend. Moi, je suis un ancien élève d'une école d'entrepreneurs qui est ce qu'on appelle en France le réseau des écoles supérieures de commerce, qui toujours existe d'ailleurs aujourd'hui. Donc, on vous apprend à être un entrepreneur. Voilà. Ça ne tombe pas comme ça. Voilà. Même ici, je vois qu'il y a des écoles qui sont là. L'État doit prendre ça en charge. Et puis maintenant, il faut un système d'accompagnement. Il faut des fonds. Il faut des fonds de start-up. Vous savez, quand vous regardez par exemple Bill Gates, un exemple que je vous prends, Bill Gates n'a pas fondé l'entreprise avec son propre argent. Bill Gates a eu un projet et il est allé voir IBM, qui l'a financé. Il doit y avoir des fonds de capital risque. C'est pour ça qu'on parle de capital risque, qui sont des fonds que des gens ont mis en place et qui reçoivent des gens qui ont des idées de projet. Mark Zuckerberg avec Facebook, c'était ça aussi. Il n'avait pas de l'argent pour les financer. Il a eu l'idée, mais il est allé voir un fonds de capital risque qui a dit « ton idée est bonne. Là, je pense qu'on peut t'accompagner. » Et il vous accompagne pendant une certaine durée, et après, ils sortent, comme on dit, et vous continuez. Il faut ça. Or, ici, on pense prêt à la banque. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut un accompagnement par un fonds de capital risque, sur la durée. En général, c'est 5 ou 10 ans, avant qu'on sorte et on revend à celui qui a eu l'idée. Et à ce moment, lui continue. Et la plupart des grandes entreprises que vous voyez là, Michael Dell avec les ordinateurs, c'est comme ça. Par Apple, c'était ça aussi. Voilà. Ce sont des fonds de capital risque qui donnent de l'argent à des jeunes qui sont brillants sur la base de l'idée. Le problème du système bancaire, c'est que quand vous allez pour prendre un prêt, on vous demande des garanties. Dans le système, francophone que nous on a. Dans le système anglo-saxon, on ne vous donne pas les garanties. Parce que les garanties, c'est ce que tu as déjà. On regarde est-ce que l'idée est bonne ou est-ce que toi-même, psychologiquement, quand on t'analyse là, tu es quelqu'un qui peut être un entrepreneur. Parce que comme dit quelqu'un, si j'avais les garanties, mais je n'allais pas venir chercher l'argent chez vous. Or, ici, quand tu avais un projet, on dit quelles sont les garanties. Non. Il faut des fonds de capital risque. Ce n'est pas avec des crédits classiques là qu'on développe ça. On les finance jusqu'à hauteur de combien? Il ne s'agit pas de financer une étude de faisabilité. Est-ce qu'on peut? C'est des fonds pour accompagner. Et de toute façon, l'État ne pourra pas faire ça lui tout seul. Il faut que ce soit des fonds de capital risque qui sont lancés par des groupes, des entrepreneurs. Et par exemple, aux États-Unis, il y en a partout. Il y a des gens qui ont fait fortune et qui créent des fonds de capital risque et qui attendent dans leur bureau. Tous les jeunes qui ont des projets qui leur paraissent intéressants, ils viennent les voir. On vous donne 1 heure de temps avec votre équipe. Allez, exposez avec PowerPoint. Et vous regardez, on dit, il y a un comité qui est là qui regarde. Ah oui, c'est pas mal ça. On dit, bon, nous, on prend 25% dans le projet. On finance ça autour de 25%. On sera au conseil d'administration. Et puis, au bout de 5 ans ou 10 ans, on sort. On vous revend. On fait une plus-value et on s'en va. C'est ça qu'il nous faut. Ça, c'est un vieux débat classique. C'est vrai que pendant, bon, ça change un peu, mais pendant longtemps, on a eu des formations à des gens qui ne permettaient pas d'avoir toutes les formes d'emploi lorsqu'ils sortaient. Et que notamment, il n'y avait pas de formation professionnelle.
Vous voyez, ça, il faut remédier à ça. Il faut rééquilibrer les filières, d'abord. Moi, je pense qu'au lieu de voir la série C comme étant une série unique de génie, il faut la vulgariser. Il faut démystifier les mathématiques, les matières scientifiques, et la physique et tout ça. Or, on parle de l'idée comme quoi il y a des gens qui sont bons en maths, d'autres qui ne sont pas bons en maths. C'est pas vrai. Tout dépend de la manière dont on vous enseigne. Il faut décloisonner ça. Il faut que les connaissances scientifiques, là, on incite nos jeunes à comprendre qu'il n'y a pas de gens qui sont nés pour être forts en matière scientifique et d'autres qui sont nés pour être forts en matière littéraire. Vous savez quoi? C'est plus facile de résoudre une équation de mathématiques que d'écrire un poème. Voilà, parce que le côté de la formule, déjà, elle existe déjà. Il faut la connaître, il te la récite. Là, voilà, il faut le génie créateur. Donc, il faut qu'on rééquilibre ça. Quand on regarde un peu les filières à l'université, bon, on voit qu'il y a des filières qui sont nombreuses et d'autres qui ont trait avec l'économie réelle telle qu'elle est aujourd'hui ou qu'elle va être demain. Voilà, ne sont pas là. Puisqu'en même temps, un pays doit imaginer ce que sera l'économie de demain. Le type d'économie qu'on a aujourd'hui, enfin, même si ce n'est pas dominé, mais si quand même, par ce qu'on peut appeler l'économie numérique. Mais ça, il y a 50, il y a 30 ans, il y en a qui ont déjà pensé à ça. Pas nous. Quelle sera l'économie dominante ou le modèle économique dominant dans 50 ans, dans 30 ans? C'est à base de ça qu'on doit former nos jeunes à partir d'aujourd'hui. Voilà. Quel genre d'économie nous voulons? Si nous voulons une économie basée essentiellement sur l'agriculture, c'est-à-dire sur l'agriculture de consommation et l'agriculture de rente, il faut former à provision des ingénieurs agricoles et des techniciens agricoles. Si nous voulons une économie qui soit basée sur l'industrie manufacturière et mécanique, forcément, il faut qu'on fasse le maximum de formation de gens dans ce domaine-là. Or, ça, ce n'est pas réfléchi. Voilà. Et donc là, on a un problème qui fait que beaucoup de jeunes, d'ailleurs à qui souvent je parle, et qui font tous les mêmes filières. Alors, la mode, c'est finance, comptabilité, etc. Audit, oui, mais vous êtes trop nombreux. L'économie, ça, c'est l'économie des services. Bon, c'est vrai, mais pour que les services-là augmentent, il faut que les autres secteurs augmentent pour nourrir ça. Sinon, tout le monde ne peut pas aller dans les banques, parce que les banques, elles sont là pour quoi? Elles sont là pour prêter à des entreprises. S'il n'y a pas d'entreprises qui ont prêté de l'argent, comment voulez-vous que vous puissiez avoir du travail à vous? Voilà. Donc, il faut qu'on ait une formation déjà, en imaginant déjà le type d'économie qu'il y aura devant nous dans 10, dans 15, dans 20, dans 30 ans, dans 50 ans. C'est le sujet de base qu'on doit former les gens d'aujourd'hui. Regardez un pays comme la Corée du Sud. C'est ce qu'ils ont fait. Eux, ils ont mis l'accent en termes de formation sur tout ce qui est technologie. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est au sorti de la Deuxième Guerre mondiale. Résultat des courses, ils ont fait Samsung, que beaucoup d'entre nous utilisent. Et là-bas, le cursus universitaire est dominé par les filières scientifiques. Depuis la Deuxième Guerre mondiale. Quand vous voyez les images de la Corée après la guerre, les enfants étaient sous des paillotes pour faire l'école. Aujourd'hui, c'est devenu une nation industrialisée, voilà, qui n'a rien à envier aux autres. Voilà. Même la Chine, c'est ça aussi. Regardez la Chine, elle a mis l'accent sur la technologie, l'enseignement technologique. Voilà. Nous, on a hérité un peu d'une, alors je ne sais pas comment dire ça, d'une tradition de notre colonisation, où on a pendant longtemps mis l'accent sur le droit, la science politique. On fait des gens qui parlent bien, mais un pays, ce n'est pas ça qui va avancer. Hein. Dès l'enfance, il faut qu'on oriente les gens sur un cursus qui soit beaucoup plus scientifique. Et qu'on démystifie ça, parce qu'on a tendance à croire qu'il n'y a qu'une minorité de génie qui peut aller là. Non, il faut qu'on vulgarise. Et dans certains pays, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, l'État avait même des gens qui venaient à la maison le soir pour en prendre aux enfants un certain nombre de matières. Il faut qu'on change ça. Et que donc, les filières, là, qu'on rééquilibre. Quand vous regardez un peu dans les lycées aujourd'hui, bon, quand vous partez, moi j'étais en lycée, on était 11. Et puis certains étaient fiers, on n'est pas nombreux. Non, ça ne mène nulle part. Moi j'aurais aimé qu'on soit aussi nombreux que les autres filières. Mais on met dans la tête des gens que c'est difficile les mathématiques, c'est difficile la physique, ça n'a rien à voir. Et puis il faut décloisonner. Moi j'ai eu une surprise quand je suis allé à Harvard, de voir que des gens qui ont fait une maîtrise en lettres modernes pouvaient s'inscrire en médecine après. Alors qu'ici, on nous dit que tant que tu n'as pas fait la série D, ça n'a pas de sens. Il faut sortir de ça. Donc, il faut revoir le cursus de formation. Peut-être que, comme disent certains, jusqu'à un certain niveau, il faut qu'il y ait une uniformisation et qu'après, on fasse des filières. Il faut qu'il y ait une base qui soit plus élargie que celle qu'on a aujourd'hui. Mais tout ça, il faut le voir. Est-ce qu'on doit faire des licences séparées ou bien on fait une licence unique et qui, à partir de laquelle maintenant on fait autre chose de spécialisé? Il faut regarder. Mais le modèle qu'on a n'est pas bon du tout. Il n'est pas bon du tout. Alors, pas du tout. Il ne prépare pas et il ne prépare pas l'avenir de notre pays.